Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. Always. On a un jour de retard sur le postage habituel du podcast, mais on est ravis de vous retrouver malgré tout avec Shai et Antoine pour aller un petit peu au fond des choses. On va aller d'ailleurs tout de suite dans le vif du sujet. On va parler du MVP, on va parler des candidats potentiels et on va parler d'une question qui est peut-être encore plus importante. Est-ce que c'est si important que ça d'avoir un MVP, de choisir un MVP, de faire campagne, de descendre avec des pancartes dans la rue pour dire « Mon MVP, ça peut être que lui et si c'est pas lui, vous avez tous tort ». Voilà, est-ce que c'est important de débattre, d'essayer de débattre de ce genre d'idées sur X ou sur Twitter? C'est une autre question qu'on n'aura peut-être pas le loisir d'aborder. Question Shai et Antoine. Est-ce que vous en avez quelque chose à carrer de savoir qui sera le MVP 2024? Première question très large, je vous écoute. Vas-y Antoine, déverse ton fiel, dis que t'en as rien à carrer. J'allais dire, moi perso, je m'en fiche un peu, j'avoue. C'est pas le débat qui m'intéresse le plus. Je conçois qu'il soit devenu important, mais je sais pas. En fait, souvent, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs MVP et j'ai du mal à décerner pourquoi ça serait vraiment un plutôt qu'un autre. Je pense que même la définition de MVP, elle est délicate, la définition de valuable. Du coup, ça peut être un débat qui, je trouve, est malheureusement un peu parfois sans fin. Après, c'est ce qui fait le charme de certains débats, le débat pour les meilleurs joueurs de tous les temps, etc. C'est pas les trucs qui m'emballent le plus. Je préfère dire pourquoi un joueur est valuable que dire pourquoi il serait plus valuable qu'un autre. Je vais tourner ça comme ça. En fait, je pense qu'on est un peu le fruit de notre éducation et on a été globalement éduqué à ce que le MVP soit considéré comme quelque chose d'important. C'est-à-dire que des saisons qu'on n'a pas vécues en tant que spectateur, supporter, fan, journaliste, peu importe, on réfère à ces saisons-là grâce aussi au MVP. C'est un peu une photographie d'une saison, d'une période. Et du coup, c'est resté important pour moi, ça reste important. Ça n'a pas valeur de vérité absolue sur le bilan de la saison. On voit bien que ce n'est pas toujours le MVP de la saison régulière qui est champion derrière. Mais j'y accorde toujours une importance, même sur le côté débat. Je trouve ça intéressant. Ça reflète, mine de rien, le côté individualiste du sport américain aussi, qui aime bien mettre en valeur l'individu. Et moi, ça m'intéresse toujours en fait d'en débattre. Et c'est compliqué. C'est quelque chose de très compliqué parce que, comme tu le dis, parfois, il y a plusieurs MVP. Tu n'as pas envie de dire un tel vaut plus qu'un autre. Mais voilà, moi, j'aime bien le côté empreinte. Empreinte sur une période, sur une saison. Comme ça, on se dira, ah bah ouais, la saison 2017, c'était Westbrook, c'est la saison de malade qu'il fait. Au final, ils sont pas champions, mais on se souvient que c'est cette saison-là où peut-être on a vu Prime Westbrook. Je prends vraiment un exemple au pif. C'est peut-être pas le bon, mais du coup, ouais, moi, j'en ai encore quelque chose à carrer, sans pour autant dire parce qu'il a 8 MVP, c'est le meilleur de. Mais je trouve quand même que c'est important En tout cas, on nous a éduqués à considérer ça comme quelque chose d'important. Donc ouais, ça m'intéresse encore un peu, en tout cas d'en débattre et d'écouter les avis des uns et des autres dessus. Mais je comprends le côté, c'est pesant, et tu as raison Antoine, quand tu dis, quand Théo, tu disais en intro, ouais, quand tu n'es pas d'accord, quand tu disais lui c'est mon poulain, ça veut forcément dire que tu détestes l'autre. C'est quelque chose que je déteste profondément quand il y a des comparaisons de joueurs. Et là, on en vient souvent à ça. On se rappelle l'année dernière entre Jokic et Embiid, ils en sont venus à les opposer. Et sur plein d'autres périodes d'ailleurs, c'est pas juste celle-là. Donc ça, c'est le côté, les dérives que j'aime pas. Par contre, j'aime bien me demander qui a été le plus valuable. J'aime bien définir un peu les critères qui sont importants pour moi, pour les autres. Et ça reste une question intéressante, je trouve. Ouais, en fait, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, Shai, dans le sens où moi, la question elle continue à m'intéresser. En fait, l'exercice intellectuel continue de m'intéresser. Mais j'ai l'impression qu'à de très rares exceptions, il n'y a jamais de réponse absolue finalement. Et ce qui me dérange, mais c'est quelque chose qui dépasse le basket, la NBA, je pense que c'est quelque chose effectivement qui est dans l'air du temps, c'est ce côté où il faut avoir une réponse absolue. Et en fait, comme la question on la pose dès le début de saison, c'est si tu as choisi Shai en début de saison, ça veut dire que c'est lui qui va être MVP, c'est-à-dire que c'est lui qui doit être MVP, sachant qu'on sait à quel point c'est long. On avait déjà parlé d'ailleurs, je ne sais plus dans quel épisode on s'était dit, de toute façon, cette question-là risque de se régler dans les dernières semaines parce que ça va dépendre du classement de telle ou telle équipe, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs comme les blessures, comme les performances, les contre-performances. Et finalement,
au fil de la saison, je trouve ça normal qu'on s'interroge, qu'on se pose la question, comme quand on fait, même nous-mêmes, on fait la MVP race sur Basket Session, parce que voilà, c'est une course en fait. Mais ce que je trouve un peu fatigant, c'est ce côté un peu définitif de vouloir dire en février, bah non, bah c'est sûr, c'est Jokic ou c'est Shai le MVP et c'est comme ça. Et t'as l'impression que parfois certains... alors, je jette pas la pierre, on est tous certainement coupables de le faire parfois, mais ça devient presque un côté partisan parce que tu dis ouais mais après on va me ressortir un tweet de mars où j'ai dit machin aurait dû être MVP, ouais mais c'était la réalité de mars, la saison elle s'évalue quand même sur toute la durée de la saison et parfois même c'est encore plus compliqué quand on sait que le trophée n'est pas remis à la fin de la saison mais il est remis pendant les playoffs. Ça complique encore plus les choses parce que on se rappelle de Dirk Nowitzki qui se voit remettre son trophée de MVP de la saison qui est logique en fait, mais sauf qu'il est déjà en vacances au moment où il lui remet le trophée, ça fait un peu bizarre. Alors ça a changé un petit peu depuis sur la temporalité dans laquelle on remet les trophées, mais ouais, c'est ce côté avis définitif, c'est sûr et c'est certain. Et encore une fois, je pense que à de très rares exceptions près, on peut reprendre toutes les saisons NBA qui ont existé. Et si tu regardes dans le détail, tu dis ouais, c'est pas si simple que ça. Finalement, même des gens de notre génération peuvent se dire ouais, comment ça se fait que Karl Malone a été prendre un titre de MVP à Jordan. Tu peux être persuadé soit que Karl Malone le méritait, soit que Jordan aurait dû l'avoir. Toujours est-il que Karl Malone avait fait une saison suffisamment intéressante et bonne et que Utah avait été suffisamment fort pour qu'il soit dans la discussion. Et derrière, bah, ça se joue sur des détails, ça se joue sur des préférences, ça se joue sur des choses qui sont à la marge peut-être. Ouais, c'est aussi pour ça qu'il faut se... Enfin, j'envie absolument pas les journalistes qui doivent voter tous les ans pour le MVP parce que nous, on a cet exercice intellectuel-là qui est intéressant. Mais ça n'a pas d'incidence, c'est-à-dire qu'on va écrire ça, on va dire bah, Théo a voté pour un tel, aurait voté pour un tel, Antoine aurait choisi personne ou un tel. Alors qu'il y a des gens, tu prends en France Rémi Reverchon par exemple, qui, on le voit, chaque année il poste un peu ses votes, il met bah voilà, j'ai voté ça. Bah, il se prend une tonne de commentaires, comment tu peux faire ça et machin. Et c'est pareil pour des journalistes américains. Il y a des implications sur les contrats des joueurs, sur leur salaire, sur les bonus qu'ils peuvent toucher. Il y a parmi les journalistes connus, on en parlait tout à l'heure entre nous, Zach Lowe, qui est quand même qui a un avis très respecté en général quand même par les joueurs. Tellement il a vu que ça avait des incidences et tellement ça le pesait, il a dit qu'il faisait un break et qu'il arrêtait de soumettre ses votes pour le MVP et pour les autres trophées individuels. Donc eux, j'imagine encore plus l'exercice, la difficulté de l'exercice, quels critères ils doivent prendre en compte avec la pression qu'il y a derrière. Du fait qu'en plus c'est nominatif, on sait qui a voté quoi maintenant, ce qui est plutôt bien quand même, plutôt que de se planquer derrière l'anonymat du vote, mais c'est extrêmement compliqué. En fait, tu as mis le doigt sur le problème. C'est peut-être pas tant les débats pour le MVP, c'est qu'on y accorde trop d'importance et qu'il y ait trop de conséquences en fait liées à ça, vu qu'il y a plein de contrats et donc il y a de l'argent, et quand il y a de l'argent en jeu, ça devient tout de suite encore plus important, ça prend des proportions différentes. En soi, tu vois, par exemple, le mec qui avait voté Carmelo Anthony première place à la place de LeBron James, je crois, en 2013, tu vois, ça a une incidence et on se souvient encore de lui. Le mec qui n'a pas donné le MVP à l'unanimité à Shaquille O'Neal et que du coup, le premier MVP à l'unanimité, c'est Stephen Curry. C'est des trucs, tu vois, qui marquent. Quand je vois que Stephen A. Smith, aujourd'hui, dans son top 5 pour le MVP, ça pourrait sembler anodin. L'avis de Stephen A. Smith pour le MVP, je pourrais me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire ? On sait que c'est un acteur, on sait que c'est un personnage... qui est dans l'entertainment et qui n'est pas forcément dans l'analyse basket, mais il donne son top 5 pour le MVP. Il n'y a pas Luka Doncic dedans, ce qui est quand même aberrant, tu vois, d'un point de vue basket, de dire comment ça, tu ne mets pas Luka Doncic, tu mets Jalen Brunson, Anthony Edwards, mais il n'y a pas Luka Doncic. Ça peut sembler, on pourrait s'arrêter là, mais sauf que ce mec a un vote, donc il y a c'est pas si grave si le MVP c'est juste un trophée qu'on donne, mais voilà, comme tu l'as dit, il y a les supermax sont liés aux accomplissements, les primes sont liées aux accomplissements. Après, en général, si tu es candidat au MVP, tu trouveras un autre moyen d'avoir ton supermax, même si tu n'es pas MVP. Mais tout ça, il y a des conséquences sur les trophées individuels et il y a une pression autour que je trouve un peu malsaine en fait. Ouais, parce que ça va même au-delà de l'argent que les joueurs vont gagner, parce qu'en fait, tu prends l'exemple des Supermax, là, on sait que du coup, certains joueurs peuvent être éligibles à un Supermax ou enfin, il y a le Supermax classique ou le Supermax plus, si tu veux, mais en fait, c'est même... Tu peux avoir un impact même sur toute une franchise, parce que le joueur qui a droit à ça, tu sais qu'il va demander ça, tu sais que sa franchise, grosso modo, elle va pas avoir d'autre choix que de dire oui, sous peine de se fâcher avec l'une de ses stars, donc, et que derrière, ça va forcément réduire un petit peu sa marge de manœuvre sur
en termes de la manière dont ils vont pouvoir remodeler le roster. Donc les implications sont énormes. Et le problème, effectivement, c'est que pour un mec comme Zach Lowe, et comme je pense que c'est pas le seul, mais qui va se prendre la tête tout au long de l'année avec 15 fichiers Excel à essayer de vraiment rentrer dans le détail pour essayer de déterminer un classement qui a du sens, t'as des mecs comme Stephen A. Smith ou d'autres qui vont se servir de ça simplement comme un argument de hot take pour faire des réels Instagram et faire booster la cote de leurs émissions. Donc tu dis, mais en fait... c'est pas qu'il y a 2 poids 2 mesures, mais c'est trop d'implications effectivement pour une diversité de traitements qui peut être énorme. Et surtout, c'est marqué absolument nulle part les critères sur lesquels tu dois ou tu es supposé voter. Donc chacun, au fil des ans, a sa propre interprétation. C'est un peu, je sais pas, tu as une élection même en politique, tout le monde vote pas pour un candidat pour les mêmes raisons. Voilà, pour les MVP, c'est encore plus compliqué. Il y en a qui accordent de l'importance au bilan collectif. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de l'histoire de la NBA où on a eu l'impression que c'était le meilleur joueur de la meilleure équipe, de l'équipe qui finissait en tête. C'était presque le truc inévitable. Et après, avec l'arrivée peut-être des analytics, il y a eu le côté plus valuable qui était intégré à la définition. Et on s'est retrouvé avec des joueurs dont les équipes étaient classées un peu plus loin, qui se sont retrouvés à être MVP. Et c'est là même aujourd'hui, si on en discute entre nous, si par exemple je vous dis, vous avez flingue sur la tempe, vous êtes obligé de me donner un nom, et du coup donnez-moi les critères sur lesquels vous l'avez choisi, on n'aura pas les mêmes critères, je pense, tous les trois, ou on n'accordera pas la même importance à chaque critère. Ouais, mais je suis même pas sûr d'avoir des critères, moi. Moi, mes critères, ils changent chaque année. En fait, c'est délicat. Moi, j'aime bien ce que tu dis, la notion de, ça illustre une saison. Donc, j'aime bien le côté narration. Mais valuable, il y a 50 définitions à valuable. Tu peux l'interpréter de plein de manières différentes. Pardon, Théo, oui. je t'ai écouté. Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, les critères, je pense que malgré tout, on a tous plus ou moins les mêmes critères. Mais effectivement, c'est ce sur quoi tu mets le doigt, Shai. C'est en fait à quelle importance tu vas donner à tel critère. Et là, je te rejoins aussi, Antoine. C'est que d'une saison à l'autre, ça peut varier en fait. C'est-à-dire que finalement, une saison, alors je me rappelle plus quelle saison, là où quand Jokic, les Nuggets finissent 6e, je crois, et tu as Michael Porter Jr. qui est blessé, plus Jamal Murray qui est blessé, et là il va porter cette équipe jusqu'au playoff sur son propre talent, honnêtement, tu dis c'est monstrueux. Si tu le retires de cette équipe elle est archi nulle, elle est au fond du gouffre, et pourtant ils finissent pas, c'est pas la meilleure équipe même de leur conférence. Enfin, moi, je pense que Jokic méritait effectivement le trophée de MVP cette saison-là. Et pour autant, quelqu'un d'autre va pouvoir te discuter. Te dire, non, mais les Nuggets ne sont pas assez forts pour que Jokic puisse être dans la course. Et ça, c'est vraiment un curseur qui change chaque année. On en parlait avant, là, pour l'année où Russell Westbrook a élu MVP. Encore une fois, un mec comme Zach Lowe qui avait voté pour Kawhi Leonard et qui maintient toujours aujourd'hui que c'était, selon lui, le choix. Ça aurait dû être Kawhi qui aurait dû être MVP cette saison-là, parce qu'il trouve que c'est absurde de prendre le triple-double, que le triple-double le fait d'avoir fait une saison en triple-double devrait pas être un argument. Moi, je suis pas forcément d'accord avec Zach Lowe. Je pense que c'est un argument comme un autre, mais effectivement, c'est où est-ce que tu vas le placer, où est-ce que tu vas mettre le curseur finalement au moment où tu vas devoir choisir un MVP dans la saison. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, quand je réfléchis chaque année, ma constante, c'est qu'il y a une espèce de combinaison de cocktails, d'algorithmes, ce que vous voulez, où il faut qu'il y ait plusieurs trucs qui se complètent. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas juste... Je pense pas que chaque année, je change de critères. Chaque année, moi, j'ai un mix de... évidemment, le classement de l'équipe, c'est-à-dire que je me fixe une certaine limite. C'est-à-dire qu'en général, au-delà du top 5, c'est peut-être un peu abstrait, mais au-delà du top 5, quand l'équipe n'est pas aussi compétitive, presque je l'exclus. En tout cas, c'est mon critère, mais j'exclus quasiment le mec de la conversation. Les statistiques individuelles, évidemment, le côté valuable dont on parlait, et cette fameuse narration, l'histoire qu'on nous raconte, la belle histoire, la progression, le fait de tirer une équipe vers le haut alors qu'elle n'est pas censée être là. Moi, c'est un espèce de mix de tout ça. Quand on écoute certains qui vont voter, c'est plus... c'est lui qui a fait les meilleures stats, qui a été le plus productif, ou c'est lui dont l'équipe a été la plus performante, ou alors ils vont carrément plus loin dans les analytics, c'est-à-dire le value over replacement, où ils disent regardez, quand il est pas là, l'équipe performe tant de fois moins, et ils se basent sur des données très mathématiques, ce qui n'est pas du tout mon fort. Donc moi, j'aime bien essayer de faire un mix une sorte d'algorithme, alors j'allais dire c'est mathématique pour le coup, mais un truc très abstrait, mais où il cumule plusieurs choses.
Moi aussi, j'aime bien prendre. Je suis un peu comme toi, je prends plusieurs aspects, même si l'aspect narration a de l'importance. Mais j'ai l'impression que de nos jours, avec le nombre de superstars et l'augmentation des chiffres, je ne sais pas comment dire ça, mais la hausse des stats globales, si je prends là, je pourrais te donner selon tous les critères que tu as cités. Yanis pourrait être le MVP, Doncic pourrait être le MVP, Jokic pourrait être le MVP, Shai Gilgeous-Alexander pourrait être le MVP. Peut-être pas jusqu'à dire Tatum, mais il pourrait presque. Tu vois, il pourrait presque être le MVP. Ça pourrait, hein. Et en fait, tu as 4-5 MVP et ça devient compliqué. Et il y a un truc qui me. Et du coup, après, on en revient à. Souvent, j'ai l'impression, en tout cas ces dernières années, ça a été le débat, notamment avec Jokic. C'était de se dire, comme tu as fait Théo, et je trouvais que ça avait beaucoup de sens, notamment l'année où il manquait Murray et Porter, mais c'était de se dire, ouais, mais si tu enlèves ce mec-là, telle équipe, elle est plus rien. Tu vois. Mais ça, pour moi, souvent, ça veut rien dire parce que c'est décontextualisé complètement. Alors, pour Jokic, encore une fois, c'était particulier aux Nuggets. Moi, je comprends l'exemple que tu voulais mettre en avant. Mais là, c'était différent parce qu'il y a des blessures. Mais quand tu prends une équipe qui n'a pas de blessures, en fait, c'est très dur. Par exemple, je trouve ça très dur, le fait que Tatum, on dise ah bah non, mais il y a plein de bons joueurs autour de lui, donc l'équipe marcherait bien. Mais tu vois, c'est un contexte. Si par exemple, Doncic il est entouré de peintres, forcément son value over replacement, par exemple, il va être ultra élevé, mais c'est parce que son équipe elle est faible autour. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est méga valuable, tu vois, en tant que tel. Alors, moi, je pense que Doncic est méga valuable, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tout dépend finalement de la base, et les bases ne sont pas les mêmes pour chaque joueur. Donc c'est là en fait où moi, par contre, ça atteint mes limites, la discussion. Ça rejoint ce que tu disais, Théo, c'est pourquoi vouloir trouver une réponse absolue dans un truc où de toute façon on se prive de tout contexte et on n'a pas de réponse. Donc pourquoi vouloir absolument donner une réponse là où il n'y en a pas, tu vois. Après, moi aussi, je suis intéressé par les débats pour le MVP quand même d'une certaine manière. Et je pense qu'il faut y avoir un MVP, mais on prend très au sérieux quelque chose sur lequel, au final, on a à la fin pas d'éléments. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que je trouve effectivement que c'est bien de choisir, au bout du compte, de choisir malgré tout, mais c'est ce que tu rappelais, c'est le fait de faut pas se leurrer non plus, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un MVP, mais ça veut pas dire que c'est la réponse évidente ou la réponse sûre et certaine, quoi, quelque part. C'est juste qu'on a décidé d'élire un meilleur joueur, voilà celui qui a été choisi, mais je pense que c'est pas comment dire, voilà, il faut simplement garder en tête que c'est pas si simple que ça, quoi, et que tu peux regarder quasiment toutes les élections de MVP et trouver des raisons et te dire finalement c'était plus serré que je n'y pensais. Et de la même manière, je sais que c'est un argument que Shaq forcément rappelle souvent en disant c'est pas normal que Shaq dit que c'est pas normal qu'il ait été une seule fois MVP dans toute sa carrière et que Kobe n'ait été MVP qu'une seule fois dans sa carrière. Mais c'est pas un argument non plus, en fait. C'est pas. Tu peux reprendre les saisons où ils l'ont pas été. Certainement, des fois, tu peux discuter. Est-ce que Nash le méritait telle année? Est-ce que je sais plus pour chaque avec qui ça s'était joué? Je crois que c'était avec Nash. Une saison, c'était avec Nash. Mais c'est pas parce que tu fais la saison de Hall of Famer absolu que tu mérites systématiquement d'être MVP. Dans ce cas-là, Jordan l'aurait eu tout du long de son règne. LeBron l'aurait eu pendant la moitié de ses 4 décennies de domination de la NBA. Je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. C'est ça, il y en a beaucoup qui ont ce raisonnement-là. Et là, c'est là où je vais faire une comparaison avec le foot. C'est que toute l'espèce de suprématie qu'il y a eu Messi, Cristiano Ronaldo, il y a des années où ça aurait pas dû être eux. Mais où le fonctionnement les votes et le fonctionnement du truc ont fait que, vu que c'était les meilleurs joueurs théoriques, l'un ou l'autre avait eu les trophées. Alors, donc, en NBA, il y en a qui réclament quasiment ça, tu vois. Et pareil pour les meilleurs joueurs. Ouais, on confond. Faut pas confondre meilleurs joueurs dans l'absolu et meilleurs joueurs d'une saison. Et c'est pour ça que moi, je suis quand même attaché au côté photographie de la saison. C'est un critère que j'ai pas évoqué quand j'ai fait mon espèce de cocktail là. Mais de me dire, c'était quoi l'histoire de la saison? Et là, je suis forcément impacté par les médias, par ce qu'ils ont mis en avant, parce que moi, j'ai essayé de voir et de mettre en avant. Et ça, c'est quand même important pour le côté souvenir, se dire cette saison-là, c'est ça qui a été le plus marquant. Alors, sur cette saison actuelle, c'est assez emmerdant parce que c'est compliqué. Même ça, c'est compliqué. C'est une saison, j'ai l'impression, un peu particulière. Vous voyez, et voilà, moi, je suis attaché au côté photographie de la saison. Après, l'aspect narration, moi, il peut me gêner, en fait. Parce que, par exemple, l'an dernier, je reprends l'exemple de l'année dernière où Joel Embiid a été élu MVP. C'est absolument pas un scandale. Il fait une saison de MVP. J'ai aucun problème avec le fait qu'il ait été élu MVP. Ce qui m'a gêné, c'était, quand on parlait de Jokic, c'est que souvent, on revenait dans la discussion de savoir si lui donner 3 MVP de suite, c'était pas trop. Et ça, je comprends pas, par contre.
Soit il a fait une saison qui mérite qu'on lui donne le MVP, soit il a pas fait une saison qui mérite qu'on lui donne le MVP. Mais en fait, les gens se posent la question de se dire ouais, mais on va le mettre dans la même catégorie que Wilt ou de la même catégorie que Larry Bird alors qu'il a jamais gagné de titre. Ça veut rien dire et tout. C'est pas, pour moi, c'est déplacer la question. Et par ailleurs, par la suite, son parcours en playoff a totalement validé le fait que ça aurait pas été absurde de l'élire MVP. Encore une fois, j'ai pas de problème avec le fait que c'était Joel Embiid qui a fait une saison incroyable et qui a fini très très fort. Mais là, ces aspects narration, moi, ça me gêne un petit peu quand ils rentrent ou quand ils prennent trop de place, en tout cas dans la discussion, ce qui est souvent le cas, ce qui est très souvent le cas. Mais parce que, encore une fois, ils se sont trompés de narration. C'est comme quand on confond meilleurs joueurs. Moi aussi, le Ballon d'Or, par exemple, pour le foot, pour le parallèle, ça me gonfle parce que maintenant, le Ballon d'Or, c'est devenu le meilleur joueur du monde, finalement. C'est comme ça que Messi en a eu autant. Et du coup, il y a un caractère un peu moins rare, tu vois, quand je vois le nombre de ballons d'or de Messi, alors que je vois comment j'ai grandi, il y a eu Rivaldo, Owen, tu vois, il y avait un enchaînement des joueurs qui ont sur une saison, que très brièvement le meilleur joueur du monde, tu vois, Michael Owen, tu vois, sur il n'a pas la carrière d'un très grand, mais sur une saison, c'est lui. Et on a perdu ce truc. Et en NBA, si on se met à élire le meilleur joueur, on va perdre ce truc. Et pour revenir à l'aspect narration, je pense que là, Théo, là où la dérive, c'est d'oublier que c'est un truc de saison régulière et que du coup, la narration se met à porter sur toute l'histoire, là où ça devrait pas. De se dire, ouais, mais Jokic, il a pas de bague. Est-ce qu'on lui donne 3 MVP? Quelle place on va lui donner dans l'histoire? Et encore une fois, on en revient au truc, les conséquences, en fait. Pourquoi il y a autant de conséquences? Par exemple, Kawhi, il finira sans doute sa carrière sans jamais de MVP. Et je me dis que d'un côté, ça va lui desservir et je trouve ça pas normal. Tu vois, d'un côté, il y a des gens qui vont se dire il a jamais été le MVP et ça va le desservir et je trouve ça pas normal. Et d'un autre côté, je trouve que dans tous les cas, de toute façon, les gens se rendront compte que c'était quand même un joueur très spécial vu qu'il a gagné avec deux franchises différentes en étant MVP des finales deux fois, tu vois. Donc, c'est encore tout cet aspect autour qui me gêne plus que le vote en soi. Ouais, c'est clair. D'autant que dans le cas de Kawhi, tu as raison. C'était les saisons où il l'a pas eu, on savait que c'était l'un des meilleurs joueurs du monde. Il aurait pu l'avoir certainement l'année où ça s'est réglé entre lui, James Harden et Westbrook. C'est Westbrook qui l'avait eu effectivement. Effectivement, il aurait pu l'avoir. Et en même temps, il y a aussi ce côté, pour que. Alors, c'est vraiment spécifique à Kawhi, où finalement, pour être le most valuable, il faut que tu sois sur le terrain. Ce qui l'a plus handicapé dans son nombre de trophées, Kawhi, finalement, c'est ses problèmes de disponibilité pour les équipes dans lesquelles il a joué. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il est sur le terrain, on se le disait entre nous l'autre fois, là, mais en fait, quand il est sur le terrain, il est tout le temps fort. La question, elle ne se pose pas tellement de savoir s'il va être le Kawhi qu'on a connu ou pas le Kawhi qu'on a connu, même si à la marge, notamment en défense, on pourrait en discuter. Mais c'est le fait de ne pas être suffisamment là sur le terrain. Et encore une fois, je pense que c'est une donnée qui est souvent... qui est peu prise en compte. Alors c'est paradoxal, parce que maintenant la NBA a établi des règles très fortes où... sous un certain nombre de matchs, tu peux pas concourir pour tel ou tel trophée. Encore une fois, ce que je trouve compliqué, moi je suis pas fan de ce règlement, mais sinon c'est vrai que longtemps, je pense que j'ai l'impression que c'était une donnée qui était sous-estimée dans le sens où elle aurait pu valoir plus de points à certains joueurs qui étaient tout le temps là en fait pour leurs équipes, quelle que soit en permanence à jouer des 80 ou 90% des matchs de saison régulière. Je pense que c'est par exemple une donnée qui a longtemps été sous-estimée, quoi. Ouais, et pour en revenir sur l'importance du MVP, sur les conséquences, souvent quand on rappelle le CV d'un joueur, on commence limite par le nombre de MVP. Bien sûr. Et parfois on va séparer deux joueurs, on va classer deux joueurs par rapport au nombre de MVP, sans repenser au contexte, sans repenser à l'époque, à tout ça. Et ça, c'est pour ça que ça a quand même vraiment des conséquences importantes et que c'est un exercice qui par la force des choses, on est obligé de prendre au sérieux, que ce soit en tant que média, en tant que fan, ça pose moins de problèmes, même si ça crée quand même souvent des conflits. Moi, vraiment sur le Embiid Jokic de l'année dernière, dès que t'émettais un avis pour l'un, t'étais forcément hater de l'autre. Ouais. C'est clair. Voilà. Alors il y a vraiment des haters, il y a un côté partisan que certains adoptent dans tous les cas en disant non, ça peut être que lui et pas lui. Mais même quand tu essaies d'être mesuré et de dire, bon alors moi mes arguments ce serait plutôt ça, et c'est pour ça que d'une courte tête, je me le choisirais lui, même dans ces cas de figure-là, tu peux te faire embrouiller, quoi. Que ce soit par ton pote ou par des lecteurs ou des auditeurs. On a eu le cas de figure. Donc, et là, cette année, je me dis la même chose. À partir du moment où si l'un ou l'autre d'entre nous prend parti, ce qui sera peut-être le cas si on en parle tout à l'heure, on risque d'avoir des réactions assez
assez véhémente finalement dans les commentaires. Comment un tel peut dire que c'est lui et pas lui? Enfin, c'est ça qui est fou. Et ça va avec, c'est un peu l'air du temps, le côté, la mesure, la nuance, c'est très compliqué à maintenir. Mais ça revient sur les questions qu'on nous pose souvent sur comment vous faites parce que quand à telle période, il y a telle équipe qui marche bien, puis après, comment vous faites pour traiter l'actualité. Je trouve qu'on perd l'art de la nuance. Alors nous, pas forcément, peut-être pas tous les médias, mais j'aimerais bien, moi, vraiment qu'on remette l'art de la nuance au cœur du truc, tu vois. Et parce que s'il y a eu autant de trucs sur Embiid et Jokic, c'est parce que on est tous à fond dans l'attitude partisane, tu vois, genre, non, mais ça, c'est mon gars, ça, c'est mon équipe. Je vois que, par exemple, ces derniers temps, on nous a reproché de dire comme quoi on dirait toujours du négatif des Sur les Lakers, Lakers. ce que je trouve pas vrai, tu vois, ce que je trouve pas vrai, mais il y a un filtre. J'ai l'impression que, en fait, en tant que fan de basket, ou en tant que dans ce monde, en fait, on se met un filtre. C'est-à-dire qu'on se considère comme partisan de telle équipe ou de tel joueur, et du coup, tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on lit, on l'analyse à travers un filtre. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la course Embiid-Jokic. Et tu vois, mine de rien, tu dis, ouais, quand on classe les mecs, ben ça a une conséquence. Mais en fait, ça a une conséquence que parce qu'on classe déjà des mecs. On essaye encore aujourd'hui de classer des mecs en se disant, bah tiens, on va comparer tel mec à tel joueur des années 80 qui jouait dans une NBA complètement différente. Tu vois, moi, j'ai un peu de mal avec tout ça. C'est pour ça que ça revient un peu sur la question du GOAT ou tu vois, du meilleur joueur de tous les temps. Des fois, je me dis, mais c'est un débat intéressant, mais pourquoi on en fait un truc sans fin et pourquoi on y attache autant d'importance à avoir une réponse définitive, comme tu disais Théo, là où il n'y en a pas, tu vois. Si on classait pas les mecs, si on respectait juste le fait qu'il y ait plein de grands joueurs et qu'il y aura de plus en plus de grands joueurs et que plus les années passent, bah, plus l'histoire de la NBA est longue et plus il y a donc un nombre de grands joueurs, tu vois, même cette histoire de top 75 fait par la Ligue, des fois je me dis ça n'a pas de sens, tu vois. Et la NBA, l'ironie, pardon, je vais un peu dans tous les sens, mais la NBA qui réclame justement plus d'analyse, plus de terrain, et du coup, quelque part, plus de nuances, je pense que ça revient à dire plus de nuances, genre d'explication et pas juste de position. Parce qu'en fait, on est dans un truc où maintenant, on se positionne surtout, même les médias généralistes. Tu regardes l'actualité, c'est devenu des trucs d'éditorialistes. BFM, il y a des journaux d'éditorialistes, on fait des éditions spéciales, il n'y a que des experts. On se pose, on est que dans le positionnement et dans l'entertainment, et on n'est pas trop dans la nuance et l'explication. Et la NBA réclame d'une certaine manière plus d'explications, mais dans le même temps, elle fait tout pour te pousser. Elle fait des MVP race, elle fait des top 75, elle fait des machins comme ça. Et moi, c'est un peu le côté, j'ai l'impression d'être schizophrène, en fait, quand tu suis la NBA, tu vois. Ça me gêne, c'est ça qui me gêne, moi. Ouais, mais c'est vrai que ça va avec l'époque où tout est soit fantastique, soit un scandale. Parce qu'en fait, ça rejoint une autre question pour les All-Stars, en fait. Pour les All-Stars, j'entendais encore des analystes américains, notamment JJ Redick, je crois qu'ils disaient ouais, il n'y a pas assez de place, il faudrait qu'il y en ait 15 dans chaque conférence. Mais au bout d'un moment, je me dis, mais dans ce cas-là, mets-en 150 en fait. Parce que le 16e, il sera toujours carotte. Voilà, et donc soit c'est les 12, parce qu'on dit, bah oui, ça ressemble à une équipe, il y a un roster de 12, on prend les 12 meilleurs, sachant que je te dis pas qu'entre le 11e et le 14e de la liste, ça se trouve, c'est le même niveau, ça se trouve même, il y en a un qui méritait plus. Mais j'ai envie de dire, c'est la vie est comme ça, et même chaque année, on fait nous aussi, chaque année, on fait un truc sur les mecs, les snobés du All-Star Game. Franchement, il y en a combien qui sont vraiment, vraiment snobés quand tu regardes dans le détail. Tu sais, la question va se poser pour un joueur peut-être. Cette année, c'est Sabonis. Tu peux dire, bah oui, c'est pas normal. L'année dernière, je pense que c'était Bronson. Tu peux te poser la question. Mais en fait, c'est toujours le truc. C'est tu dis, bah, tu retires qui? Il est snobé, ok. Mais tu retires qui en fait? Est-ce qu'il y a vraiment un mec où tu es sûr et certain qu'il a volé sa place? Voilà, c'est infime, ça se joue sur des choses infimes, donc tu sais qu'il y a toujours quelqu'un qui sera déçu, et en même temps, si tu mets tout le monde, ça a plus de sens, c'est comme la Légion d'honneur, tu vois ce que je veux dire, où tu vas avoir un mec qui a fait de la résistance et un chanteur qui a chanté à l'Eurovision, qui a gagné 2 trophées, tu dis, c'est quoi tu vois ce que je veux dire, ça a plus vraiment de sens au bout du compte, quoi. Mais même si je suis ultra pro nuance sur ce que tu as dit Antoine, je suis d'accord. J'ai juste peur que ce soit un peu utopique parce que pourquoi est-ce que les gens continuent de faire des hot takes et des trucs comme ça? Parce qu'ils voient que ça fonctionne. Et alors après, là, du coup, tu peux se poser la question, est-ce que c'est parce qu'ils ont été éduqués est-ce que les gens ont été éduqués à ça, au fait de devoir absolument prendre parti et que du coup, ils peuvent pas s'en passer? Et est-ce que du coup, si on leur apportait constamment de la nuance depuis très longtemps et dans un volume plus important que ce qu'ils ont là, parce que là, que ce soit dans le sport ou dans le reste, évidemment, le volume de nuance, il est très très faible comparé au reste. Et du coup, je me demande si c'est peut-être un peu fataliste, mais est-ce qu'il faut juste réussir à rééquilibrer plutôt que d'essayer d'apporter uniquement de la nuance? Malheureusement, je crois que c'est un peu ça. Et il y aura toujours, tu vois,
Après, et même moi personnellement, ça peut faire le sel de discussion avec des amis. C'est ça, quand tu te dis, ça c'est mon gars, je le défends jusqu'au bout. Et quand tu te détaches un peu, d'habitude, on essaie d'être dépassionné dans ce qu'on fait un petit peu. C'est-à-dire essayer d'analyser à froid, mais on n'y arrive jamais vraiment complètement. Enfin, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais sur les Lakers, j'ai répondu aux commentaires d'ailleurs parce que j'étais pas complètement en désaccord, en tout cas sur moi-même, parce que j'ai parfois un biais, alors pas forcément négatif, mais plus critique, parce que c'est une franchise à part, parce que c'est des joueurs à part, et que je la regarde sous un prisme peut-être plus exigeant que d'autres, et du coup, je peux en paraître plus critique. Et ça me fait aussi ça avec des équipes et des joueurs que j'aime bien. Je reprends l'exemple de Kyrie que j'adorais à la base, et j'étais beaucoup plus critique avec lui qu'avec d'autres parce que j'étais plus impliqué émotionnellement, on va dire. Et donc, et pour la question du MVP, même là, c'est une utopie presque de vouloir dépassionner le débat, parce que quand je réfléchis là, même sur cette année, j'ai un biais parce qu'il y a sur les joueurs, les 3, 4, peu importe le nombre qu'on détermine, j'ai quand même un biais de base parce que je suis plus touché soit par l'histoire, le parcours, le style de l'un ou l'autre des joueurs. Tu vois. Donc malheureusement, tout ça est un peu utopique, je pense. Oui, mais parce que c'est les goûts et les couleurs. Mais au final, que le vote soit subjectif, moi, ça ne me gêne pas. Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de réponse absolue. Ce qui me gêne, c'est justement qu'on en fasse qu'en fait, on n'arrive pas juste à se dire, à accepter que c'est subjectif aussi, tu vois. Mais je pense que tu as raison. Bien sûr qu'on ne pourra jamais être complètement dans la nuance. Il ne faut pas perdre la passion. Il faut qu'il y ait la passion. Le truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est dans la nature humaine, quelque part, tu vois, d'avoir ce genre de débat. C'est dans la nature humaine aussi, c'est devenu un réflexe, cette notion-là, parce que c'est souvent le plus simple, en fait. Si tu regardes d'ailleurs les débats pour le MVP, si tu t'arrêtes notamment aux arguments que vont retenir chaque, etc., en fait, très souvent, tu es obligé de prendre des arguments presque simplistes. C'est comme quand tu veux comparer deux grandes équipes. Je vais prendre un exemple plus parlant. Tu veux comparer les Bulls de 96 et les Warriors de 2017 ou 2016, et ce que tu fais, c'est que tu prends les 2-5 majeurs et tu dis « Ah, mais regarde, eux, ils avaient 3 mecs qui étaient plus forts que les… » Alors que ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a tant de positions, il y a telle équipe qui est meilleure soi-disant meilleure sur telle ou telle position, que forcément, tu vois, et comme il n'y a pas de réponse, en fait, on n'a pas de réponse à cette question, la réponse la plus simple, c'est de dire « Ah, mais c'est parce que ça… » Tu vois, mais en fait c'est impossible. Si vraiment demain, là, des experts du basket, ils voulaient se poser absolument sur qui est le plus valuable, je pense qu'ils pourraient passer des heures et ne pas avoir la réponse au final parce que les contextes sont différents pour tous les mecs. Et du coup, la simplification, c'est de créer de la passion, créer de la hot tech et tu vois, et de ne pas être dans la nuance parce que, comme tu l'as dit aussi, de toute façon, ça fait plus cliquer parce que dans notre nature, on est plus saturé par ces contenus-là. Après, l'autre truc qui joue aussi, je pense, je vais parler pour moi en tout cas, c'est tout simplement, c'est l'âge aussi. Parce que des MVP, j'en ai vu un paquet. Je sais que j'en verrai un paquet, mais c'est vrai qu'en 2001, si Iverson n'avait pas été MVP, j'aurais trouvé ça injuste. Je me serais dit, mais c'est le plus petit, il est cassé, son équipe, ils sont tous à moitié à l'infirmerie, ils font une saison de folie. Tu vois, j'aurais été aussi plus investi parce que voilà, aujourd'hui j'en ai vu 23 de plus qui ont été élus MVP, donc forcément, je vais pas dire que ça relativise un petit peu la valeur du trophée de MVP. Je suis ravi qu'Iverson ait été MVP. Ça reste l'un des meilleurs joueurs, des joueurs les plus fantastiques que j'ai vu jouer, mais c'est sûr que c'est plus facile aussi pour moi aujourd'hui de remettre ça en perspective, de prendre les choses avec un petit peu plus de recul que ça aurait été le cas pour moi quand j'avais 20 ans et que voilà, je connaissais du basket, ce que je connaissais du basket et que j'avais la passion et je sais pas, un petit peu pas l'arrogance, mais comment dire, encore l'idée effectivement qu'il y a des choses qui sont absolues, qui sont définitives. Moi j'ai beaucoup moins ça aujourd'hui, clairement. Ouais, je te comprends. Ouais. C'est clair, et c'est d'ailleurs une des années où Shaq aurait pu être MVP. Passage. Mais clairement, ouais, l'âge, c'est pas qu'on devient blasé derrière, mais effectivement, quand tu suis cette ligue pendant des années et des années, au bout d'un moment, ça a peut-être un peu… Enfin, tu vois l'intérêt dans d'autres choses, et t'es un peu moins marqué par les histoires, même si, comme l'a dit Shai, on est quelque part toujours… ça nous impacte d'une manière ou d'une autre. Et tu comprends, et un peu avec l'âge et la multiplication des saisons, tu comprends un peu ce qui est vraiment important, même en termes de legacy. C'est pour ça que… Tu vois, Curry lui avait demandé si sa carrière elle était différente parce qu'il n'avait pas gagné le titre de MVP des finales. Au final, ce
qu'on retiendra de lui dans tous les cas, c'était que c'était un mec qui a changé le jeu. Et même s'il n'avait pas gagné de titre de MVP des finales, je pense qu'on s'en serait rappelé quand même comme d'un truc exceptionnel. Mais ça reste pour des gens un détail qui historiquement a son importance. Mais avec l'âge, on se détache un peu des trucs qui sont... Parce que j'ai beau aimer débattre du MVP, je suis conscient que ça... En fait, l'important, c'est pas vraiment là. C'est que si j'étais joueur, je voudrais d'abord gagner des titres. Et après, si je suis MVP, c'est bien. Il y en a qui ont peut-être plus d'ego et qui veulent absolument avoir la distinction, et peu importe le résultat collectif. Mais moi, j'aurais plutôt raisonné comme ça, ouais. Mais c'est un bon exemple que... Alors bon, c'est sur le MVP des finales, mais c'est un bon exemple Curry, parce qu'en fait, t'as le sentiment, je pense qu'au fond de lui, il sait ce qu'il avait apporté les saisons où il n'a pas été MVP des finales. Je pense qu'il en est persuadé. Je pense que les gens qui suivent le basket savent aussi quelle était son importance dans cette équipe, et que pour eux, c'est pas important non plus. Mais n'empêche que il y avait tellement de bruit autour de tout ça que quand il le gagne face à Boston, tu sens quand même que c'est un truc important pour lui. Et même en tant que spectateur de basket, moi j'aime bien Stephen Curry, mais je suis pas... Enfin, je l'aime comme tout un tas de joueurs. Je peux pas dire aujourd'hui que je suis fan à quelques rares exceptions de joueurs, mais quelque part, j'étais content pour lui quand même, parce que je me suis dit, on va arrêter de lui casser les couilles avec cette histoire de il n'a jamais été MVP des finales, alors que franchement, tu peux me dire ce que tu veux, l'année où Iguodala est MVP des finales NBA, c'est pas le meilleur joueur ni d'une équipe ni de l'autre, quoi. Je veux dire, même cette année-là, moi, si j'avais eu un vote, j'aurais voté pour LeBron, en fait. Pour moi, c'est LeBron le meilleur joueur de cette finale, même si c'est lui qui perd. Donc c'est pour ça que c'est ces choses qui sont pas si importantes que ça, mais qui sont quand même importantes, effectivement, vu la place que ça prend dans l'histoire. Et encore une fois, nous, on a été témoins de ces choses-là, donc on peut s'en rendre compte. Mais quand on regarde, si je veux savoir ce qui s'est passé en 67 ou en 73, savoir qui ont été les meilleurs joueurs, moi, je vais avoir que ça sur quoi me baser. Je vais regarder les All-Stars, qui étaient MVP, c'est des données statistiques, et je vais certainement rater un mec qui aurait mérité d'être dans la discussion pour le meilleur joueur de cette saison-là. Tu vois, un mec comme... Moses Malone, par exemple, que je connais, forcément, je connais l'histoire, que j'ai à peine vu jouer. Je sais pertinemment que je ne mesure pas l'impact et l'importance de ce joueur-là, parce que c'est quelqu'un qui est moins présent sur sa génération, dans l'histoire et le folklore de la NBA, qu'un Dr. J, qu'un George Gervin, que d'autres joueurs extraordinaires aussi. Mais un mec comme Moses Malone, tu vois, je pense qu'il fallait là, le voir à l'époque pour se figurer vraiment l'importance de ce joueur immense par ailleurs. Ouais. C'est pour ça que les témoignages des joueurs qui ont vécu et des gens qui ont vécu la période, c'est important aussi. Et qu'il faut continuer de s'en référer aussi aux gens qui ont vraiment vu le truc et vécu la période, tu vois. C'est un peu le seul moyen, à part regarder les stats, tu disais, c'est un peu casse-gueule, quoi, de se dire, ah bah ouais, même quand on essayait de classer les saisons rookies il n'y a pas longtemps, là, c'est super dur. Entre deux trucs, tu sais pas pourquoi tel mec a été mis devant et pas l'autre. Et après, s'il n'y a pas des mecs qui ont écrit sur le sujet à l'époque ou qui sont capables d'en parler aujourd'hui, tu n'as aucun moyen tangible de déterminer la vérité. Mais tu sais, même sur ça, au final, tu sais qu'à la fin, tu n'as pas vraiment la vérité. Tu as juste un truc où tu as décidé de trancher. Parce que si là, on faisait les saisons statistiques les plus folles de toute l'histoire, peut-être qu'en numéro 1, on mettrait la saison de Chamberlain où il fait 50 points, 20 rebonds. Et il n'est même pas dans le top 2 pour le MVP cette année-là, le 3e du vote. Tu vois, c'est pour montrer même l'évolution de la définition. Si demain un mec fait 50 points, 20 rebonds, son équipe, elle peut être classée 13e à l'Est, il sera dans la course pour le MVP. Tu vois, Kyle Kuzma, cette année, il prenait tous les shoots de Washington et il tournait à 50 points, 25 rebonds. Je pense qu'il y aurait des mecs qui le mettraient dans la discussion pour le MVP, tu vois. C'est le rêve de Kyle Kuzma là, que tu as décrit. Quelque part, je sais pas, tu sais, on peut même étendre pour le Defensive Player of the Year à Victor Wembanyama, en fait. Et puis, personne ne regarde tous les matchs. Donc, de toute façon, personne n'a une vraie réponse. C'est très délicat comme exercice, quoi. Bon, allez, on parle un peu de la saison, quand même. On va aborder la question, parce que voilà, c'est ça qui est absurde, et en même temps ça reste intéressant de se poser la question. En tout cas, on peut commencer par celui qui, quoi qu'il arrive, ne sera pas dans la discussion, c'est Joel Embiid, qui était le grand favori tant qu'il était sur le terrain en début de saison, en tout cas, qui était parti comme une flèche. Forcément, là, il est disqualifié d'office au-delà du nombre de matchs imposés par la NBA. Il aurait de toute façon, je pense, manqué trop de matchs pour être encore une option viable. Vous me dites si je me trompe, je pense que derrière les 4 principaux candidats sont Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic. Déjà, est-ce que vous voyez
un 5e joueur qui pourrait se mêler à la lutte. Ce que disait Antoine sur Tatum était intéressant parce que si on Oui, s'en réfère t'as à raison. un des critères Complètement. historiques du meilleur joueur de la meilleure équipe, Boston est de loin la meilleure équipe en termes de bilan. Tatum est probablement quand même le meilleur joueur de l'équipe, ou en tout cas le joueur le plus productif, déterminant, ce que vous voulez. Donc, il remplit un critère haut la main. Par contre, il sera pas top 3. C'est ça qui est... Donc, il pourrait avoir des arguments. Il y a un truc marrant, Joe Mazzulla, il avait essayé de définir le MVP. Il avait dit qu'il faut être grand, il faut gagner, il faut rendre les autres meilleurs. Mais en fait, rendre les autres meilleurs, encore une fois, c'est très subjectif, tu vois. C'est délicat comment tu isoles un mec dans un collectif. Est-ce que, tu vois, nous, on est tous d'accord pour dire que Doncic, il rend les autres meilleurs, tu vois. Mais peut y avoir le débat, des fois, qu'on a même entre nous, de se dire est-ce que c'est too much quand il a le ballon, tu vois. À quel point ça pourrait être meilleur autrement, tu vois. Et bah pareil pour Tatum, au final quelque part c'est dur de lire comment il rend les autres meilleurs, pardon. Moi c'est marrant parce que tu en as cité 4, je sais même pas si Giannis il est encore dans la vraie discussion. J'ai l'impression que les Non, il est 3 pas dans la qui seront discussion. vraiment en course, ce sera Luka, Shai Gilgeous-Alexander et Jokic, mais Giannis il a tout pour être a priori dans la course, tu vois. Sauf que là, c'est aussi par rapport, alors du coup, c'est peut-être un autre critère inconscient des gens, mais Milwaukee est quand même 2e à l'Est. Donc en soi, tu pourrais te dire, si tu sais pas du tout ce qui s'est passé sur la saison, tu peux te dire, attends, il est 2e à l'Est, vous avez vu les stats de Martien qu'il est en train de sortir, mais vu qu'ils étaient attendus mieux en termes de bilan, sans drama et tout, je pense que ça l'a descendu, et là, on est un peu plus dans la narration du coup. J'ai un truc sur ça. Les classements, des fois, me piquent un peu. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que Luka Doncic et Giannis, ils ont le même bilan cette saison. Tu vois, c'est un truc. Par exemple, est-ce que vous étiez conscient de ça? Non, j'avais pas du tout regardé le nombre de victoires Giannis défaites. et Luka Doncic, ils ont le même bilan. Alors, il y a 2 victoires de plus pour un, 2 défaites de moins pour l'autre. Donc, en gros, Luka, il a 42 victoires, 23 défaites. Et Giannis, il a 44 victoires, mais avec 25 défaites. Tu vois donc, ça revient plus ou moins à ce que je vais appeler le même bilan. En pourcentage, c'est pas du coup exactement le même, mais c'est quasiment pareil. Ils ont le même bilan, mais il y a une équipe qui est 2e à l'Est. Et d'un coup, ça paraît plus légitime que l'autre qui est 5e et qui était 6e, qui pourrait finir 6e ou 7e, tu vois. D'un coup, ça paraît plus légitime. Pourtant, ils ont le même bilan, eux, en tant que joueurs, tu vois. Donc, même ces histoires de classement, des fois, me gênent un peu, moi, personnellement. Mais d'ailleurs, c'est Big Up, c'est Julien de la rédaction qui m'avait ouvert les yeux là-dessus à une époque. C'est vrai que moi, à une époque, j'étais aussi très attaché à... Non, mais faut... tu vois, même au final, quand on a fait nos pronostics d'avant-saison, j'avais dit, Tatum sera le meilleur joueur de la meilleure équipe, il sera MVP, tu vois. C'était mon truc, je vous disais ça. C'est logique, tu vois. Mais au final, ça marche peut-être pas comme ça. Et comme vous l'avez dit, Tatum, il sera peut-être que 5e, voire pas dans le top 5 du vote à la fin, tu vois. Ouais. Pour Giannis, en tout cas, comme toi, je pense que c'est le bordel en fait autour de cette équipe de Milwaukee qui fait qu'il va être sorti des contenders par les votants. Mais je pense pas que ce soit vraiment. Pour le coup, c'est pas un aspect basket, et en même temps, je trouve ça légitime de l'inclure quelque part parce que une partie des changements qui se sont passés sont de son fait, en fait. On sait très bien quand même que si Adrian Griffin n'est plus le coach des Milwaukee Bucks, c'est parce qu'à un moment, Giannis, d'une manière ou d'une autre, a fait comprendre au management qu'il souhaitait que ce soit plus lui l'entraîneur. Donc quelque part, tu es aussi responsable de ce qui se passe dans ton équipe quand tu as autant de poids sur ce qui s'y passe, ou en tout cas quand tu choisis de faire peser ta voix pour influer sur ce qui s'y passe en coulisses, quoi. Un autre truc sur Giannis, pardon, ça me fait sourire quand je vois que il est plus inclus presque cette année dans la discussion, pas par là par toi, mais par moment il a été plus inclus dans la discussion en mode faut pas oublier Giannis par rapport à la saison dernière, alors qu'il est, en fait, il fait grosso modo la même saison, tu vois, à peu de choses près. En fait, Giannis, depuis qu'il est MVP depuis qu'il a été MVP, depuis qu'il a atteint ce niveau, il est resté régulier. De la même manière que Jokic, il prendra peut-être 2 ou 3 trophées, mais au final, il aura eu le même niveau de jeu sur les 4 saisons. Et il y a des années où on va te le mettre beaucoup plus dans la course que d'autres. Et encore une fois, pour moi, ça montre un peu l'absurdité du truc. Et ça montre aussi, par contre, l'importance de la narration et de comment, en fait, la perception des choses, quoi. Pardon, j'y ai pensé juste sur Giannis. Non, mais c'est exactement ça, parce qu'une fois que tu as été élu MVP, en fait, t'es pas simplement en concurrence avec les autres, tu es en concurrence avec toi-même. C'est-à-dire que les gens vont regarder, est-ce qu'il est plus fort que l'année dernière, est-ce qu'il est... Et en fait, faut reconnaître que si tu es simplement aussi fort, t'as peu de chance, en fait, t'as peu de chance de pouvoir le gagner, et surtout dans une ligue qui est quand même qui regorge de talent, là. Faut aussi
reconnaître qu'on peut kiffer la NBA aujourd'hui. Il y a enfin, je dis pas que c'est, qu'il y en a, je dis pas forcément qu'il y en a plus qu'à d'autres époques, mais là on est vraiment dans une espèce d'âge d'or où il y a du talent partout, des joueurs incroyables, donc tu sais en plus que la machine à narration peut vite s'enclencher et que tu as des mecs en plus au-delà de ça qui ont qui font des performances incroyables. Je pense que on en parlait avant de commencer le podcast et c'est un peu pour ça qu'on est parti sur cette question de savoir est-ce que c'est si important que ça le MVP, parce que j'ai le sentiment que cette année en fait, peu importe qui sera élu MVP, ça il peut pas y avoir de scandale en fait. Si aujourd'hui on me dit c'est Shai Gilgeous-Alexander qui est MVP parce qu'il était ultra régulier, son équipe a la surpris, donc il y a un côté aussi un peu narratif où l'an dernier ils font le play-in et puis cette année c'est ça, hein, l'an dernier ils font le play-in, hein, je me trompe pas, ou c'est Ouais, c'est ça. Et cette année, ils ont été entre la première et la deuxième place tout au long, c'est incroyable, machin. Je trouve justifié. Si on me dit c'est Jokic parce que son niveau est complètement taré, que c'est les champions en titre et qu'ils vont encore être l'une des équipes à abattre pour espérer aller en finale NBA quand on est à l'Ouest, je dis oui, normal. Si on me dit c'est Doncic parce que là aussi les stats ont aucun sens, on l'avait dit dès le début de toute façon. Il y a un moment on avait dit de toute façon si Dallas finit fort, il sera dans la discussion pour le trophée. Là, encore une fois, je trouve ça légitime. Et j'ai l'impression qu'il y a... Non, j'allais dire, j'ai l'impression qu'il peut pas y avoir de mauvais choix. Et en même temps, tu sais que du coup, il y aura forcément au moins 3 ou 4 fanbases qui vont crier au scandale, quel que soit le mec qui sera choisi. C'est comme l'année dernière. L'année dernière, on se disait, il n'y a pas de mauvais choix entre Jokic et Embiid. Mais si Jokic avait gagné, peut-être même Embiid lui-même, parce qu'on sait que ça lui tenait à cœur, mais... Les Sixers auraient venu. Non, ils auraient pété un plomb, ils auraient dit que c'était... Daryl Morey. Ouais. Il serait allé jouer en Pro A, ils auraient rattaché la franchise à la bête et il aurait dit non, je peux plus. Mais oui, l'année dernière, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. Et après, cette année, est-ce qu'il y a des partisans... Quand je réfléchis sur les 3 candidats en question, les partisans de Jokic s'en foutent, ils sont un peu à son image. Lui-même, il fait absolument pas campagne pour être MVP. Je dis pas qu'il s'en fout, mais c'est clairement pas un objectif. Il a pas envie. Tu sais, t'as des joueurs qui disent moi je veux être tant de fois MVP et tout ça. Lui, je suis pas sûr que ce soit le cas. Ouais, et puis, en fait, la différence entre lui et les deux, je pense, ce que j'appelle moi ces 2 principaux candidats, c'est le fait que lui l'a déjà eu 2 fois en fait. Et le pire, hein, on en revient à cette histoire de subjectivité, mais ça va peser, je pense, au moins dans la tête de certains votants, peut-être pas tout le monde, mais le fait de se dire, voilà, lui il l'a déjà eu, maintenant c'est le tour de quelqu'un d'autre. Je me demande même des fois, je me demande, est-ce qu'on reverra un mec avoir 4 ou 5 MVP, tu vois. LeBron en a pris 4. Comme tu l'avais dit, Théo, il aurait pu en prendre 6 ou 7. Je sais pas. C'est la fatigue du votant. Je me demande, est-ce qu'on en. Sauf si on part sur le critère comme Ballon d'Or, on se dit, il faut que ce soit le meilleur joueur de la ligue. Tu vois, si à un moment, il y a un espèce de vent comme ça, une tendance comme ça. Mais là, tu vois, j'ai l'impression que Jokic, il y a des mecs qui vont pas voter pour lui parce que c'est bon, il en a déjà pris 2, tu vois. Allez, on donne à un autre et les 2 autres, ils sont. Et à l'inverse, des fois, il y a des mecs qui sont pas nommés MVP. En mode, non, mais il est trop jeune, il aura le temps pour un autre. Et en fait, tu sais pas, des fois, une carrière, tu vois, si Derrick Rose, il a pas son MVP en 2011, il l'aurait jamais eu, tu vois. C'est très spécial, quoi. Non, et puis c'est vrai qu'il y a aussi la psychologie des joueurs, en fait. Qui veut vraiment l'avoir ou pas Là, j'ai... comment dire, avec ma fille, là, on re-regarde, elle le regarde pour la première fois, le documentaire sur Jordan là, qui était sorti pendant le confinement. Et en fait, c'est marrant parce que pour le coup, tu vois, lui, il voulait être MVP tous les ans. En fait, tous les ans où il l'a pas eu, c'est pas normal. Et derrière, il a fait payer les mecs qui l'ont eu à sa place. Il l'a pris personnellement. Exactement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit shift aussi là-dessus, du moins dans la mentalité de la plupart des stars. Je veux dire que ce soit Stephen Curry, même LeBron ou Jokic, j'ai pas l'impression qu'il y ait la même volonté absolue d'être estampillé chaque année. Et l'autre truc pour Jokic, je pense qu'il est clair, quoi, c'est qu'une fois que tu as été champion NBA, tu veux avant tout être à nouveau champion NBA. Et qu'effectivement, s'il prend le trophée au passage, c'est cool. Mais je pense que ses objectifs personnels, ils sont au-delà maintenant. Oui, c'est clair. Et pourtant, malgré ça, ça reste clairement l'un des favoris. Et moi, je suis comme toi, hein. Là, si tu me dis c'est Jokic, je suis pas choqué. Tu me dis c'est Doncic, je suis pas choqué. Tu me dis c'est Shai Gilgeous-Alexander, je suis pas choqué. Tu vois, c'est très dur de trancher entre les 3. Ce qui est marrant, c'est que quand tu prends un des sites de référence, Basketball Référence, ils ont ils ont un tracker du MVP qui est une forme d'algorithme qui prend en compte le pourcentage de victoire, les stats individuelles, plus des stats un peu avancées.
Et tu as Jokic qui a, selon eux, qui a 51,3% de probabilité, donc qui est largement numéro 1, devant Doncic 14,8, Giannis 12,5 et Shai Gilgeous-Alexander 10,9. Donc pour eux, tu vois, tu disais Jokic, et c'est encore un des favoris, pour, de manière très chiffrée et statistique, avec les stats avancées que je n'ai pas là, bah ce serait presque lui le favori même, alors que les avis sont encore plutôt partagés, même s'il reste moins de 10 matchs et on ne sait toujours pas qui va être MVP là. Allez, on peut peut-être finir par un petit jeu entre guillemets. Je vous demande à chacun qui vous donneriez MVP, vous, et à votre avis qui sera MVP. Donc parfois ça peut être la même réponse, ça peut ne pas être la même réponse. Antoine, allez, je commence avec toi. Pour toi, si tu devais voter aujourd'hui, donc sachant qu'il reste 8-10 matchs, à qui tu donnerais le titre de MVP cette année? Je suis très influencé par ce qui se passe en ce moment, je le donnerais à Doncic. Mais quelque part, j'ai presque envie de te dire, laisse-moi 2 semaines de plus et vraiment voir comment la saison régulière se termine. Pas pour voir le classement, juste pour voir le déroulé si on reste sur cette espèce de tendance en Doncic. J'ai l'impression qu'en ce moment, Doncic, non seulement Dallas est pour moi l'équipe là. Je trouve qu'en ce moment, c'est la meilleure équipe à l'Ouest. Je pense que Denver est le grand favori à l'Ouest. Mais j'ai l'impression que Dallas, je crois fort vraiment aux chances de Dallas d'aller en finale NBA. Alors, je sais que là, ça s'écarte de la discussion du MVP, mais j'ai l'impression que c'est notamment parce que Doncic est en train de devenir d'une certaine manière une forme de meilleur joueur du monde. Je pense que ça reste Jokic, mais tu vois, il y a un truc avec Doncic et j'ai l'impression que du coup, dans cette idée de résumer la saison, c'est dommage parce que ça se résume sur les 20 derniers matchs, mais c'est un peu, ou les 25 derniers matchs, mais c'était déjà ça avec Embiid l'an dernier, tu vois, quelque part. Je suis influencé par ce que je vois depuis 20-25 matchs. J'ai l'impression que depuis 20-25 matchs, Doncic est... Voilà, ça reste plus dans ma tête au moment où je pose là mon vote que Jokic, qui pour moi aussi l'a déjà eu. J'étais un des premiers d'ailleurs à être partisan de Shai Gilgeous-Alexander en disant non, mais ce mec-là, il faut le mettre dans la discussion MVP. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, je le donnerai à Doncic. Maintenant, si tu me dis pour la question qui va l'avoir, je pense que ça va jouer entre Doncic et Jokic. Et je ne suis pas sûr que j'ai l'impression que Shai Gilgeous-Alexander, que ce soit derrière Doncic ou derrière Jokic, il finira genre 2e ou 3e, mais je n'ai pas l'impression qu'il l'aura au final. Tu vois. C'est vraiment qui va l'avoir. Resterait sur... Ouais, je reste dur à dire entre Doncic et Jokic. Ok, Chat, qu'est-ce que tu en penses? Moi, si j'ai un vote aujourd'hui, je vote Shai Gilgeous-Alexander. Encore une fois, si c'est l'un ou l'autre qui gagne, ça me va très bien. Je trouverais qu'il y a plein d'arguments pour. Mais je suis trop sensible, je pense, à sa constance, au fait que sur l'aspect photographique que j'évoquais, j'ai l'impression que c'est le moment où OKC est en train de monter en puissance, qu'on assiste à la naissance de quelque chose de fort, je l'espère pour eux. C'est un two-way player. C'est le meilleur intercepteur de la ligue. C'est un défenseur plus qu'honnête. Il y a plein de choses. Voilà, et je me laisse porter par la narration aussi parce que ce qu'il fait d'OKC, pour moi, c'est invraisemblable. Personne, je pense, les mettait aussi haut, premier, deuxième, peut-être même troisième. C'était au-delà de toute attente. Faudra regarder dans les prédictions des uns et des autres. Mais moi, je suis sensible au côté. J'ai un faible pour les outsiders, pour les gens qui. J'aime pas les favoris. Du coup, j'aime pas les favoris. J'ai une sensibilité pour les outsiders et vu que lui, il a ce profil outsider de mec dans lequel on croyait pas, je suis sensible à la narration et je pense que je voterai pour lui, en plus de plein d'autres critères sur son simple talent, quoi. Donc je pense que moi, je voterai pour lui. J'ai longtemps cru qu'il gagnerait et j'ai l'impression que là, comme l'expliquait Antoine, c'est un peu retombé, notamment parce qu'elle a monté en puissance de Luka. Et j'ai l'impression que que la tendance est en train de changer et que c'est peut-être Luka qui va l'avoir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce ne sera pas Jokic. Non pas qu'il ne le mérite pas, il est invraisemblable. Mais les votants vont peut-être se dire presque inconsciemment, de toute façon, il s'en fout, c'est pas grave, on va pas le fâcher. On vote pas pour lui, il va pas aller, lui et son agent vont pas aller nous faire chier à dire pourquoi vous n'avez pas voté, alors que dans les 2 autres cas, peut-être que ce serait un peu différent. Donc je vais dire que moi je voterai Shai Gilgeous-Alexander et que j'espère que c'est lui qui va gagner. Mais j'ai l'impression que là, c'est en train de basculer en faveur de Luka Doncic. Moi, pour finir, si je devais voter, je pense que je voterais pour Jokic parce que je pense que c'est à la fois le meilleur joueur du monde et que sa saison elle est remarquable une fois de plus avec un parcours de Denver. À un moment, je pensais que Denver
serait pas suffisamment fort en saison régulière pour qu'il soit dans la discussion. Je pensais qu'il y aura un petit côté où il se dirait bon, on s'en fout, de toute façon, nous ce qui nous importe c'est les playoffs et baisserait un peu de pied. Finalement, ils font une saison régulière plus que correcte. Et je pense que voilà ce qu'il a. La question que tu soulevais tout à l'heure, Antoine, au sujet de Luka Doncic, sur le fait est-ce qu'il rend ses coéquipiers meilleurs. Bien sûr, je pense qu'il rend ses coéquipiers meilleurs, mais je pense que là-dessus, sur ce facteur-là, Jokic est un petit peu au-dessus encore et avec une capacité à des deux côtés du terrain à impacter, même si c'est pas le meilleur défenseur, hein, c'est pas ça. Je suis pas en train de militer pour qu'il soit dans une des all defensive team, mais je pense qu'il a un vrai impact défensif. Donc je pense que moi j'aurais voté pour Jokic et je pense effectivement que la narration autour de Luka Doncic risque de lui permettre de gagner ce trophée, qui ne sera pas volé du tout si c'est le cas, parce que je pense malgré tout que, alors c'est pas du tout pour dire que la NBA met la pression là-dessus, mais c'est le visage. Je pense que la NBA a tout intérêt d'avoir une star comme Luka Doncic dans le jeu, ce qu'il apporte, le côté phénoménal, spectaculaire. Il y a tout en fait pour que ça fonctionne et que ça permette à la Ligue de continuer à prospérer encore plus si on en avait besoin. Donc je ne serais pas étonné que Luka Doncic soit MVP. Et il y a aussi un autre facteur et qui peut-être, alors je ne sais pas parce que je ne suis pas dans la position de votant, mais quand tu es un journaliste qui écoute toutes les confs de presse, qui écoute toutes les émissions, etc., tu peux peut-être te laisser influencer, te dire ah, c'est vrai, cet argument-là est bon. Et tous les soirs, Jason Kidd te dit que Luka Doncic, c'est Picasso, que c'est un génie, que c'est lui le MVP. Au même titre qu'on disait la même chose d'Embiid l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui militaient pour Embiid, que ce soit dans son propre camp ou des journalistes qui disaient non, mais c'est lui, regardez ce qu'il fait, c'est le plus dominant. Et là, j'ai l'impression que pour Doncic, il y a ça aussi. Et c'est totalement mérité, parce que son niveau de jeu, il est fou. Même en termes de production, je crois que quand tu prends ces moyennes de points, rebonds, passes, c'est la deuxième saison la plus productive de l'histoire derrière Jabbar. C'est dingue. Enfin, juste la production, donc c'est aussi un argument. Et moi, par contre, moi, si pour l'instant je vote pas pour lui, c'est très injuste, mais ça me ferait totalement changer d'avis s'il finissait 4e, par exemple. Mais tu vois, pourtant, comme je t'ai dit, il a le même bilan qu'Yanis. Je sais. 4e de sa conférence. Mais ouais. Mais c'est injuste, c'est peut-être de l'inconscient, mais je me dis 6e de sa conférence. Et d'un côté, moi, je mets la deuxième place et la situation des Bucks comme handicap pour Giannis. Pour moi, c'est pas du tout un atout d'être deuxième avec la saison qu'ils ont vécue. Ils sont tellement loin de Boston que c'est aussi pour ça que je ne le considère pas aussi crédible, à mes yeux en tout cas, que ceux qu'on a cités. Mais Doncic, c'est injuste, mais si je le vois finir 4e, je me dis ouais, c'est incroyable ce qu'il a fait et peut-être que je vote pour lui alors que je ne devrais pas. Mais tu te rends compte que du coup, parce qu'à l'Ouest, ça va être très serré, il y aura peut-être un match d'écart entre le 4e et le 9e, mais pour toi, ça ne sera pas le cas, il n'y aura pas un match d'écart, mais pour toi, ce match-là aurait fait la différence sur toute la saison. Je capte et en même temps, je ne capte pas. Dans le sens où je me dis, mais ça se joue à un match où peut-être qu'il te manquait, je ne sais pas, tel joueur qui n'était pas là, c'est le match où tu passes, au final, tu n'es pas 4e. C'est pareil pour OKC. En fait. C'est pareil pour OKC, c'est-à-dire, tu as raison, dans l'absolu, ça ne change pas que leur bilan il sera incroyable à la fin et au-delà de toute espérance. Mais si on finit la saison et qu'on se dit, putain, OKC, ils ont fini premier de saison régulière cette année-là, dans l'inconscient des gens, des mecs qui vont voter, je pense que ça peut changer des choses. Et tu as raison, c'est peut-être pas normal. C'est peut-être pas normal, mais ça prouvera, ça sera un argument de plus, j'ai l'impression. Et du coup, pourquoi les Timberwolves, pourquoi Anthony Edwards ne serait pas MVP si les Timberwolves étaient premiers? Quelle est la différence? Personne n'attendait Minnesota premier non plus. Non, il aura l'argument du meilleur joueur de la meilleure équipe, mais il est peut-être au niveau statistique moins surnaturel que les autres. Ils sont tous surnaturels à ce stade, niveau stats. Tu vois ce que je veux dire? Entre lui et Shea, il n'y a pas tant de différence que ça. Après, moi aussi, je mets même pas Edwards dans mon top 5, tu vois, je me fais l'avocat. C'est comme je pourrais aller jusqu'à Jalen Brunson, tu vois. Au final, il est sacrément valuable, ouais, c'est ou même Donovan Mitchell sur une partie de la saison. En fait, il y a plein de trucs, tu vois. En fait, pour chaque argument, on peut trouver un contre-argument. Mais là, parce que je taquine, hein, non, mais t'as raison. Mais le truc de 4e plutôt que 5e, tu m'aurais dit entre 4 et 7. Et encore, l'ironie, c'est qu'entre 4 et 7, il y aura peut-être un match d'écart. Ouais. Mais pourtant, moi, je te dis ça. Alors, je dis ça peut-être que si j'avais eu le vote, ça aurait peut-être. Je pense que ça aurait pu m'influencer. Je pense que ça va influencer beaucoup de gens qui vont voter parce que on entend les grandes voix. Là, tu parlais de Stephen A. Smith et d'autres bien connus. Il y en a plein. Enfin, il y a un nombre de votants impressionnant et peut-être qu'ils suivent pas autant et qui se laissent influencer par des gens
Tu vois, même Zach Lowe, il disait qu'il discute des trophées avec d'autres mecs qu'il appelle des GM. Il dit, mais pour vous, c'est qui le MVP, c'est qui le machin? Parce qu'il veut être sûr de ne pas passer totalement à côté et de ne pas faire un scandale. Mais je pense juste que cette histoire de classement, aussi absurde elle puisse paraître, est toujours dans cette idée de photographie qui me tient à cœur. Si OKC finit premier, on va se dire, c'est la saison où Shai Gilgeous-Alexander, dans une saison où l'Ouest était incroyable, où il y avait telle équipe, il les a mis premiers. Donc ils vont te dire, ouais, non mais c'est lui le MVP. Et paradoxalement, s'il est deuxième ou troisième, et il peut encore finir troisième avec OKC, ils vont se dire, bon, c'était bien, c'était sympa, mais ça vaut pas le MVP quand même. Tu vois. Et t'as raison, hein, c'est injuste, mais c'est presque pour l'image, quoi. Tu vois. Ouais, Après, c'est vrai que je trouve que, en fait, il y a une grosse différence quand même entre le fait d'être le joueur d'une équipe qui finit premier. Pour moi, ça peut être effectivement un argument. Alors que par contre, si t'es pas premier, finalement, que tu sois 4e ou 6e, pour moi, là, je m'en fiche en fait, quelque part. Mais quand t'es premier comme de ta conférence, que t'as dominé du début à la fin, alors c'est plus vrai pour Boston, parce qu'à l'Ouest, finalement, il n'y a pas une équipe qui a dominé du début à la fin. Il y a 3-4 équipes qui ont été dans le top. Mais finir premier de ta conférence, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Antoine. Je pense que c'est un argument que, par contre, après, si t'es fini 4e ou 5e, ça revient au même. Non, moi, là-bas, j'ai dit surtout pour Doncic par rapport entre la 4e et la 5e place, parce qu'on sait qu'il y aura très très peu d'écart, en fait. Qu'il ait mené les Mavs 5e comme 4e, je me dis, t'imagines là, parce qu'en fait, Dallas, ils sont même pas maîtres de leur destin. Donc là, si Dallas gagne tous ses matchs, finit de la même manière avec fini en trombe, mais que les Clippers gagnent tous leurs matchs, les Clippers restent 4e, Dallas est 5e, Doncic finit sa saison sur 40 points, 15 rebonds, 15 passes de moyenne, mais Dallas est 5e, alors il n'est pas MVP. Tu vois, c'était plus ça. Je voulais souligner un peu l'ironie du truc, quoi. De toute façon, les deux choses les plus importantes, c'est que c'est Jimmy Butler qui sera MVP cette saison, comme tous les ans. L'autre chose importante, si vous croisez Jason Kidd, achetez-lui un livre de peinture pour lui montrer qu'il y a d'autres peintres dans l'histoire que Picasso qui nous sort tous les 4 matins. On ne connaît pas d'autres. Voilà. Surtout, non, mais le plus important, dites-nous, vous, ce que vous pensez de ce débat. Est-ce que c'est un débat qui vous intéresse? Est-ce que vous pensez qu'on en fait trop? Quels sont vos candidats? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on a ratées dans les critères qu'on a énumérés ou dans les choses qu'on prend en compte pour cette élection de trophée qui reste marquante? Ça reste l'une des plus marquantes de la saison. Dites-nous ça dans les commentaires. Voilà. Et puis nous, on se retrouve tout au long de la semaine. Comme Antoine vous le disait, ce soir, il y a une late session. Il y aura des CQFR toute la semaine, bien entendu. Un Hoop Culture dimanche avec un invité spécial. Le CQFR du samedi pour lequel vous pouvez nous envoyer des questions à l'adresse cqfr.rivers@gmail.com et probablement un Moop Deep à un moment indéterminé, parce que je n'ai aucune idée du moment où il sera posté. Il y en aura certainement un. Donc restez à l'affût et nous on vous dit à très vite. Ciao à tous. Ciao. Ciao, ciao. The game is out there, and it's either play or get played.